Si vous êtes riche ou fauché maintenant, c'est à cause des décisions que vous avez prises il y a 5, peut-être 10 ans. Et cette même règle décidera de qui vous serez dans 5 ans. Chaque résultat dans votre vie, votre travail, votre mariage, votre confiance en vous, même votre paix intérieure, est le produit de décisions. Certaines étaient petites, comme la personne que vous avez choisi d'écouter. D'autres étaient grandes, comme les risques que vous avez refusé de prendre. Mais elles se sont toutes additionnées, silencieusement et constamment, jusqu'à ce qu'elles construisent la vie que vous vivez actuellement. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point les mauvaises décisions sont coûteuses, jusqu'à ce qu'ils commencent à les payer en regret. Et à ce moment-là, il est trop tard pour obtenir un remboursement. Si vous êtes jeune, c'est une bonne nouvelle. Cela signifie que vous avez encore le temps de corriger vos erreurs et d'en faire de meilleures à l'avenir. Cette vidéo va vous aider à faire exactement cela. Elle va vous montrer les décisions que vous devez commencer à prendre au sérieux avant qu'elles ne prennent le contrôle de vous. Et si vous êtes plus âgé, cela vaut toujours votre temps. Parce que mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? La pire chose que vous puissiez faire est de renoncer à la croissance juste parce que vous avez commencé tard. Il ne s'agit pas de honte ou de regret, il s'agit de prise de conscience. Car une fois que vous aurez compris les 15 décisions de vie que vous ne pouvez pas vous permettre de rater, vous cesserez de laisser votre avenir au hasard et commencerez à le construire avec intention. Commençons. La première décision est ce que vous choisissez de travailler. Beaucoup de gens ne sont pas paresseux. Ils se lèvent tôt, ils se couchent tard, ils travaillent de longues heures, mais ils sont toujours fauchés. Non pas parce qu'ils ne travaillent pas dur, mais parce que ce sur quoi ils travaillent n'a pas la capacité de fournir le type de richesse qu'ils désirent. Vous ne pouvez pas planter des graines d'orange et vous attendre à récolter des pommes. De la même manière, vous ne pouvez pas continuer à investir votre temps dans quelque chose qui n'a jamais été conçu pour vous rendre riche et vous demander ensuite pourquoi vous êtes toujours en difficulté. Le travail acharné est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Si l'effort seul garantissait le succès, tous les nettoyeurs, infirmiers et enseignants travaillant double poste seraient millionnaires à présent. C'est pourquoi les personnes les plus riches de chaque pays ne sont pas toujours celles qui travaillent le plus. Ce sont celles qui ont choisi le bon champ ou planté leur effort. L'une des choses les plus intelligentes que vous puissiez faire est d'étudier les personnes qui vivent déjà le type de vie que vous voulez. Regardez des entretiens, écoutez leurs histoires. Ne les enviez pas, faites de la rétro-ingénierie. Si vous êtes un médecin qui veut la liberté financière, ne regardez pas seulement vos collègues dans le même hôpital. Regardez les médecins qui ont réellement réussi. Certains ont créé des produits médicaux et déposé des brevets. Certains sont allés dans les médias, enseignant la santé à la télévision et bâtissant une brand personnelle. Ils ont tous étudié la médecine, mais ils n'ont pas tous pris le même chemin et c'est pourquoi leurs résultats sont différents. C'est la clé. Le véhicule que vous choisissez détermine la vitesse à laquelle vous pouvez voyager. Vous pouvez être incroyablement doué, mais si vous êtes assis dans le mauvais véhicule, vous n'atteindrez jamais votre destination, du moins pas de votre vivant. Pensez à Jeff Bezos. Vous pensez réellement qu'il serait aussi riche s'il était resté à son confortable poste d'entreprise? Ce travail l'aurait gardé en sécurité, peut-être même riche selon les normes habituelles, mais pas aussi riche, pas au niveau où vous influencez les politiques mondiales, façonnez les économies et décidez de l'avenir des industries. Ce niveau de richesse ne vient pas du seul travail acharné, il vient du courage de changer ce sur quoi vous travaillez. Alors avant de vous pousser à travailler plus dur, arrêtez-vous et demandez: ce travail a-t-il même la capacité de me donner les résultats que je souhaite? Parfois, ce n'est pas votre éthique de travail qui est faible, c'est votre véhicule de travail qui est limité. Vous pouvez y remédier, vous pouvez apprendre, étudier et pivoter. Plus vous le faites tôt, plus vous avez le temps de composer vos résultats. Ne travaillez pas seulement dur, travaillez sur la bonne chose. Parce que le mauvais type de travail acharné ne fera que vous faire vivre le jour et vous fatiguer, non pas vous libérer financièrement. La prochaine décision que vous ne pouvez pas vous permettre de rater est le cours que vous choisissez d'étudier. Pour beaucoup de gens, cette seule décision détermine silencieusement s'ils passeront leur vingtaine à bâtir leur richesse ou à se remettre de mauvais choix. Beaucoup de gens vont encore à l'école pour étudier des cours qui n'ont plus de sens dans le monde d'aujourd'hui, non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que personne ne leur a dit que le monde a changé. Vous verrez quelqu'un en 2030 étudier un cours qui était pertinent dans les années 80, quelque chose que l'IA, l'automatisation ou une simple recherche Google peuvent déjà faire mieux, plus rapidement et moins cher.
Prenons une histoire par exemple. Pourquoi quelqu'un s'endetterait encore et passerait 4 ou 5 ans à étudier l'histoire à l'école, alors que l'histoire de ce que vous voulez, n'importe quel pays, n'importe quelle civilisation, n'importe quelle guerre, est maintenant gratuitement disponible en ligne, résumée en quelques secondes par l'IA. L'histoire était une fois une information rare. Maintenant, c'est une donnée publique, et ça change tout. Il ne s'agit pas de manquer de respect à l'histoire ou à n'importe quelle matière traditionnelle. Il y a de la valeur à comprendre le passé, mais si votre plan est de bâtir une carrière à partir de cela, pour vous nourrir, payer le loyer et bien vivre, vous devez vous poser une question sérieuse avant de vous inscrire. Cette question est: ce cours a-t-il encore une valeur marchande ? Beaucoup de jeunes entrent dans les universités et en sortent avec des certificats dont personne n'a besoin. Ils passent des années à mémoriser des théories au lieu d'apprendre à résoudre des problèmes réels. Puis après l'obtention du diplôme, ils sont obligés de repartir de zéro, en suivant des cours en ligne, en apprenant des skills digitales ou en démarrant des petites entreprises juste pour survivre. Et c'est le problème. Quel est l'intérêt d'aller à l'école si vous devez quand même apprendre autre chose juste pour manger ? L'éducation devrait vous préparer à la vie, pas la retarder. Elle doit vous donner des compétences qui payent les billets, pas seulement des connaissances qui remplissent votre tête. Alors avant de choisir un cours, regardez où va le monde, pas où il a été. Posez des questions comme: les gens auront-ils encore besoin de cette compétence dans 10 ans ? Est-ce que l'IA peut faire cela plus rapidement et moins cher que moi ? Est-ce que cette voie a de la place à l'innovation ou est-elle déjà suremployée ? Si vous ne trouvez pas de oui clair à ces questions, ne perdez pas votre temps et votre argent. Étudier un cours juste pour avoir un diplôme est la nouvelle façon de rester poliment broché. Vous aurez l'air éduqué, mais vous ne serez pas utile. Choisissez un cours qui vous nourrira immédiatement après l'obtention de votre diplôme. Étudiez quelque chose qui vous donne des compétences, pas seulement de statut. L'avenir appartient aux gens qui peuvent faire, pas seulement aux gens qui savent. Ensuite, il y a qui vous choisissez d'écouter. Celle-là est énorme, parce que la qualité de vos décisions est directement liée à la qualité des voix que vous autorisez dans votre tête. Certaines personnes ont l'air éduquées. Elles ont des tons confiants, un grand vocabulaire et des opinions fortes, mais si vous regardez de près, leur vie ne ressemble en rien à ce qu'elles prêchent. Elles vous diront comment gagner de l'argent, mais n'ont jamais rien construit. Elles donneront des conseils relationnels, tout en luttant pour en maintenir une. Elles vous diront de suivre votre rêve, mais ne l'ont pas suivi depuis des décennies. Les conseils sont chers, mais l'expérience chère. Et vous payez le prix de prendre conseil de la mauvaise personne. Dans chaque café, il y a toujours quelqu'un qui débat de la façon dont la vie devrait être vécue. Tout le monde est soudain un philosophe, un expert en affaires, un thérapeute relationnel, jusqu'à ce que vous vérifiez leurs résultats. C'est le premier filtre que vous devez bâtir dans la vie, les résultats. Si vous ne voudriez pas échanger de place avec elles, pourquoi prenez-vous leur direction ? Avant de suivre les conseils de quelqu'un, demandez-vous: est-ce que je veux vraiment leur vie ? Si la réponse est non, souriez poliment et hochez la tête comme si vous étiez d'accord. Les conseils ne sont pas neutres. Ils viennent avec des billets, de l'expérience et un état d'esprit. Tout cela finira par déteindre sur vous. Si vous écoutez assez longtemps les personnes étroites d'esprit, vous commencerez à réduire vos rêves pour qu'ils correspondent à leurs peurs. Vous commencerez à douter de vous-même, non pas parce que vous êtes tort, mais parce qu'ils ne peuvent pas voir ce que vous voyez. C'est pourquoi vous devez filtrer vos mentors comme vous filtrez votre eau. Ce qui coule façonnera votre esprit, votre confiance et vos choix. Choisissez des voix qui vous font réfléchir, pas celles qui vous rendent craintives. Choisissez des mentors dont les actes parlent plus fort que leurs citations. C'est normal de dépasser les personnes que vous aviez autrefois admirées. Parfois, la personne qui vous inspirait à 20 ans vous retiendra à 30 ans. Ce n'est pas une trahison de changer de mentor, c'est une évolution. Entourez-vous de personnes qui bâtissent, non qui parlent. Des personnes qui donnent des conseils basés sur l'expérience, non pas sur l'ego. Des personnes qui ont failli, se sont remises et peuvent vous dire ce que l'on ressent réellement et non ce que l'on devrait ressentir. Et à l'époque de l'Internet, vous n'avez pas besoin de les connaître personnellement. Vous pouvez apprendre des personnes à succès partout dans le monde, des entrepreneurs aux leaders et créateurs, des personnes qui font réellement ce que vous voulez faire. Mais même là, soyez sélectif. N'écoutez pas tous les gourous en ligne, recherchez la crédibilité, non pas le charisme. La mauvaise voix peut vous distraire pendant des années, mais la bonne peut changer votre vie en quelques minutes. L'autre grande décision est qui vous décidez de construire une vie avec. Parce que le mariage n'est pas un film romantique, c'est un partenariat à long terme qui multiplie votre paix ou double votre stress. L'amour peut démarrer la relation, mais les habitudes la maintiennent. Et si les habitudes sont mauvaises, même l'amour le plus fort aura fini par manquer d'oxygène. Soyons honnêtes, beaucoup de gens se marient pour les mauvaises raisons. Certains se marient parce que la pression, d'autres parce que le timing, certains parce qu'ils se sont tout simplement lassés d'attendre, et certains se marient parce qu'ils pensent que l'amour seul peut réparer l'immaturité, l'insécurité ou la paresse. Mais le mariage ne guérit pas la brisure, il l'expose.
Tout ce que vous refusez de traiter en étant célibataire se manifestera plus fort lorsque vous serez marié. La mauvaise personne ne fait pas que gaspiller votre temps, elle redirige votre destin. La personne que vous épouserez peut ouvrir ou fermer des portes définitivement. C'est pourquoi vous avez besoin de plus que de l'alchimie. Vous avez besoin de compatibilité, de maturité et d'une direction partagée. Avant de choisir quelqu'un, regardez comment il gère le stress, l'argent, les conflits et la responsabilité. N'importe qui peut être doux quand la vie est facile, mais le caractère ne se montre que lorsque les choses deviennent difficiles. Si vous êtes une personne calme qui valorise la paix et que vous vous retrouvez avec quelqu'un qui se nourrit de drame, vous vivrez dans le chaos émotionnel. Si vous êtes discipliné et ambitieux et qu'il est paresseux et a des droits, vous passerez vos meilleures années à le traîner dans la vie au lieu d'en construire une ensemble. Le mariage ne consiste pas à trouver une personne parfaite, il consiste à choisir une personne volontaire. Quelqu'un qui est prêt à grandir, prêt à communiquer, prêt à prendre ses responsabilités quand il a tort. Et si vous n'êtes pas prêt à diriger ou à partager la responsabilité, ne commencez pas le voyage, parce que l'amour ne suffit pas à maintenir deux personnes non préparées ensemble. Chaque jour, des couples se brisent sous le poids des attentes non exprimées et de l'immaturité émotionnelle. Ils pensaient que le mariage résoudrait leur solitude, pour découvrir qu'ils magnifient qui ils sont vraiment. Alors, ralentissez. Posez les questions difficiles tôt. Que croient-ils au sujet de l'argent? Comment traitent-ils les gens qui ne peuvent pas leur être bénéfiques? Quelle est leur relation avec l'honnêteté, le pardon et la patience? Ces choses décideront si vous construisez une maison ou un champ de bataille. Choisissez quelqu'un dont la paix ressemble à un foyer, pas dont le chaos ressemble à une passion, car la passion s'estompe, mais la paix dure. Et voici quelque chose dont les gens ne parlent pas assez. Votre mariage ne concerne pas seulement le bonheur, il s'agit de la direction. La personne que vous épousez influencera vos habitudes, votre confiance, votre foi, votre concentration, même vos revenus. Alors prenez votre temps, car une vie de célibataire heureuse est toujours meilleure qu'un mariage misérable. Ne vous mariez pas juste pour combler un vide, mariez-vous parce que vous avez trouvé un partenaire qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même et que vous êtes prêt à faire de même pour lui. Une autre décision que vous ne pouvez pas vous permettre de rater est comment vous gérez votre temps. Parce que le monde ne récompense pas l'agitation, il récompense la productivité. Vous pouvez vous lever tôt, vous précipiter à travers les réunions, répondre à chaque message, rester au turbin toute la journée et toujours finir la semaine en vous demandant ce que vous avez réellement accompli. C'est parce que le mouvement n'est pas la même chose que le progrès, et l'agitation est le moyen le plus facile de se cacher du fait que vous faites trop de mauvaises choses. Faire défiler n'est pas se reposer, c'est se gourdir. Répondre aux emails toute la journée n'est pas travailler, c'est de l'entretien. Et le multitâche, c'est juste un mot chic pour la distraction. Chaque heure que vous gaspillez aujourd'hui devient un regret avec lequel vous devrez vivre plus tard. C'est pourquoi la gestion du temps ne consiste pas en faire plus, elle consiste à faire ce qui compte le plus. Pensez-y. Chaque jour, vous avez 24 heures, tout comme tout le monde. Mais certaines personnes sont plus riches que vous, non pas parce qu'elles sont plus intelligentes, mais parce qu'elles sont plus intentionnelles concernant ces heures. Si vous ne mesurez pas votre temps, vous ne pouvez pas le gérer. Et si vous ne pouvez pas le gérer, vous ne pouvez pas l'améliorer. C'est là que la technique Pomodoro entre en jeu, l'un des hacks de productivité les plus simples et les plus puissants que vous puissiez utiliser. Voici comment cela fonctionne. Vous choisissez une tâche, réglez une minuterie sur 25 minutes et lui accordez votre concentration indivisée. Aucune distraction, aucune notification, pas de changement d'onglet, juste du travail en profondeur. Quand la minuterie sonne, vous prenez une pause de 5 minutes, puis vous commencez une autre série de 25 minutes. Après 4 séries, vous prenez une pause plus longue, peut-être 15 à 30 minutes. C'est simple, mais cela entraîne votre cerveau à travailler en sprint concentré au lieu de marathon dispersé. Vous serez choqué par tout ce que vous pouvez accomplir en seulement 2 ou 3 Pomodoro lorsque vous êtes totalement concentré. Voici la beauté de la chose. Quand vous mesurez votre temps en blocs concentrés, vous commencez à voir où vos heures vont réellement. Vous réalisez à quelle fréquence vous êtes distrait, combien de temps les tâches simples prennent réellement et combien de temps vous avez perdu à faire défiler sans réfléchir ou à bavarder. La prise de conscience précède toujours le changement. Une fois que vous commencez à suivre votre temps, vous commencez automatiquement à mieux l'utiliser. Vous cesserez de dire « je n'ai pas eu le temps » parce que vous verrez clairement que vous l'aviez, vous l'avez juste dépensé pour les mauvaises choses. Le temps est une monnaie et vous êtes en train de la dépenser. La question est « pourquoi ?» À la fin de chaque jour, demandez-vous « ai-je dépensé cette journée ou ai-je investi ?» Une vous rend occupé, l'autre vous rend meilleur.
Vous devez aussi décider combien de votre vie sera consacrée à plaire aux autres. Que vous le réalisiez ou non, la plupart d'entre nous ont été entraînés à performer pour l'approbation. Depuis l'enfance, on vous apprend à rendre les autres heureux avant vous-même. Souriez pour ne pas paraître rude. Obéissez pour ne pas avoir d'ennui. Soyez d'accord pour ne pas offenser. Et bien que cela pu marcher à l'école, cela ne marche pas dans la vie réelle, parce que si vous continuez à vivre pour plaire à tout le monde, vous vous réveillerez un jour et réaliserez que vous avez construit une vie qui ne vous ressemble même pas. Pensez-y. Vous avez étudié un cours parce que vos parents ont insisté. Vous êtes resté à un travail parce que les gens disaient que c'était sûr. Vous vous êtes marié parce que tout le monde disait que c'était le moment. Et maintenant, vous êtes épuisé, non pas parce que la vie est dure, mais parce que vous avez vécu une version de la vie conçue par d'autres personnes. Courir après la validation, c'est comme courir après le vent. Vous ne l'attraperez jamais. Même quand vous faites tout droit, quelqu'un trouvera toujours un moyen de vous critiquer. Vous achetez une voiture, ils disent que vous vous vantez. Vous démarrez une entreprise, ils disent que vous êtes gris. Vous vous reposez, ils disent que vous êtes lasieux. Vous travaillez, ils disent que vous êtes obsédé. Alors, dites-moi, qui essayez-vous exactement d'impressionner ? La liberté que vous voulez commence lorsque vous arrêtez de vous expliquer aux gens qui ont déjà pris leurs décisions sur vous. Certaines personnes ne cherchent pas à vous comprendre, elles cherchent à vous juger, et aucune quantité d'explications ne changera ça. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, mais vous pouvez vous perdre en essayant. Chaque « oui » que vous dites pour plaire à quelqu'un d'autre est un « non » à votre propre paix. Ce n'est pas égoïste de prioriser votre bonheur, c'est responsable. Parce que lorsque vous êtes épuisé, frustré et ressenti, vous n'êtes pas un meilleur ami, partenaire ou parent. Vous êtes une version de vous-même, fonctionnant à vide. L'approbation est optionnelle, la paix n'est pas. Les gens qui vous aiment vraiment n'ont pas besoin que vous performiez. Ils ne vous aiment pas parce que vous êtes toujours d'accord, ils vous aiment parce que vous êtes authentique. Ceux qui ne vous aiment que lorsque vous leur plaisez n'ont jamais aimé vous. Ils ont aimé la version de vous qui rendait leur vie plus facile. À partir d'aujourd'hui, commencez à pratiquer des petits actes d'honnêteté. Dites non, sans culpabilité. Exprimez-vous quand vous n'êtes pas d'accord. Faites une pause quand vous êtes tiré. Observez comment votre confiance grandit chaque fois que vous arrêtez de vous rétrécir pour les autres. Quand cela se produit, vous remarquerez quelque chose d'intéressant. Les gens qui comptent resteront et ceux qui ne comptent pas s'éloigneront. Et c'est bien. Numéro 7, vous devez décider ce que vous tolérerez. C'est important car dans la vie, vous n'obtenez pas ce que vous méritez, vous obtenez ce que vous autorisez. Chaque jour, les gens vous montrent qui ils sont et chaque fois que vous restez silencieux sur quelque chose qui vous dérange, vous leur enseignez ce que vous tolérerez. Il peut s'agir de petites choses comme un ami qui vous interrompt toujours lorsque vous parlez, un collègue qui s'attribue le mérite de votre travail, ou un partenaire qui continue de briser des promesses mais ne s'excuse jamais. Au début, vous vous dites que ce n'est pas grave, mais avec le temps, ces petites choses deviennent le modèle de la façon dont les autres vous traitent. Ce que vous tolérez devient votre standard. Si vous autorisez le manque de respect, vous en attirerez davantage. Si vous vous entourez de personnes paresseuses, vous commencerez à chercher des excuses au lieu d'agir. Si vous laissez les gens vous marcher dessus, ils commenceront à penser que vous aimez la vue depuis le sol. Les limites ne vous rendent pas impoli, elles maintiennent votre paix organisée. Et comprenez ceci à propos des limites. Elles ne visent pas à contrôler les autres, elles visent à contrôler l'accès à vous. Vous ne pouvez pas changer la façon dont les gens agissent, mais vous pouvez décider si vous resterez ou non pour cela. Voyez cela de cette façon. Votre paix est comme une maison. Si vous laissez la porte ouverte, n'importe qui peut entrer avec leur chaos, le déverser sur votre sol et vous laisser le nettoyer. Mais lorsque vous verrouillez la porte et choisissez qui entre, tout d'un coup, votre maison et votre esprit commencent à se sentir plus légers. C'est la même chose avec les gens. Lorsque vous tolérez les commérages, le drama ou la paresse, vous créez de l'espace pour qu'ils grandissent. Mais lorsque vous définissez des limites claires comme « ne me parlez pas comme ça »,« je ne suis pas disponible pour cette conversation » ou « je ne travaille pas avec ce genre d'énergie », vous enseignez aux gens comment vous traiter. Le problème est que la plupart des gens préfèrent maintenir la paix plutôt que de la protéger. Ils disent oui quand ils veulent dire non, ils rient de m'inconfort parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air trop sérieux, ils restent dans des relations épuisantes parce que la confrontation les met mal à l'aise. Mais éviter les conflits ne crée pas la paix. Cela ne fait que la retarder. Toute limite saine est inconfortable au début, mais paisible plus tard. Toute limite ignorée est paisible au début, mais douloureuse plus tard. Vous choisissez quelle douleur vous préférez.
Souvenez-vous de ceci. Le respect de soi est bâti sur de petites décisions, comme s'éloigner lorsque quelque chose ne semble plus juste, ou dire non sans se sentir coupable. Plus vous faites respecter vos limites, plus votre vie devient paisible et productive. Au moment où vous cessez de tolérer les absurdités, votre vie devient plus calme et meilleure. Numéro 8. Où vous vivez. Votre environnement décide votre énergie. Il façonne votre état d'esprit, vos habitudes, vos opportunités, même le genre de rêve que vous pensez être possible. Il est difficile de rêver dans un endroit qui vous épuise. Il est difficile de grandir dans un endroit où tout le monde a déjà abandonné. Parfois, ce n'est pas vous qui êtes brisé, c'est votre environnement qui est trop petit pour votre potentiel. Nous sous-estimons à quel point l'emplacement affecte notre motivation. La ville dans laquelle vous vivez, les gens que vous voyez chaque jour, les conversations que vous entendez, vous étirent ou vous rétrécissent. Lorsque vous vivez dans un environnement où la médiocrité est normale, le succès commence à paraître étrange. Vous dites que vous démarrez une entreprise, les gens rient. Vous dites que vous voulez économiser de l'argent et ils se moquent de vous. Vous parlez de développement personnel et ils vous traitent d'orgueilleux. Ce n'est pas le bon environnement dans lequel être, et parfois la seule façon de grandir est de le dépasser. Une nouvelle ville, un nouveau cercle ou même un nouvel appartement peut changer plus que vous ne pensez. Non parce que l'endroit est magique, mais parce qu'il vous donne de l'espace pour grandir différemment. Il ne s'agit pas de fuir les problèmes, il s'agit de courir vers le progrès. Déménager ne vous donne pas seulement une nouvelle adresse, il vous donne de nouvelles perspectives. Vous commencez à rencontrer des gens qui pensent différemment, qui vous poussent, qui normalisent l'ambition au lieu de s'en moquer. Vous commencez à réaliser à quel point votre ancien monde était petit, à quel point vous vous rétrécissiez juste pour vous intégrer. Voici la toute vérité. Rester dans un environnement qui vous limite vous coûtera plus cher que déménager. Vous pourriez économiser de l'argent sur le loyer, mais perdre des années de potentiel. Vous pourriez conserver le confort de la familiarité, mais sacrifier la croissance qui vient avec le changement. Parfois, rester là où vous avez toujours été est la décision la plus coûteuse que vous ne prendrez jamais. Ne restez pas là où vous avez grandi juste parce que déménager semble difficile. Le confort peut être un piège déguisé en sécurité. Oui, déménager peut être effrayant, recommencer peut sembler incertain, mais savez-vous ce qui est plus effrayant ? Réalisez dans 10 ans que vous n'êtes jamais devenu qui vous auriez pu être, parce que vous avez refusé de quitter ce qui était familier. Et la chose intéressante, c'est que vous n'avez pas toujours besoin de changer de pays ou de continent. Parfois, c'est aussi simple que de changer de cercle, de routine, ou le type de contenu que vous consommez. Vous pouvez bouger mentalement avant de bouger physiquement. Où vous vivez n'est pas seulement votre code postal, c'est votre atmosphère. Et l'atmosphère façonne l'attitude. Regardez autour de vous. Si votre environnement ne nourrit pas votre énergie, vos idées ou votre paix, il est peut-être temps de paquer plus que vos sacs. Il est peut-être temps de paquer votre potentiel et d'aller là où il peut enfin briller. Une autre décision qui définit la vie est comment vous gérez l'échec. Tout le monde échoue. Peu importe à quel point vous êtes intelligent, talentueux ou préparé, l'échec vous trouvera. Mais ce qui sépare ceux qui se relèvent de ceux qui restent bloqués n'est pas la chance, c'est ce qu'ils font ensuite. Certaines personnes arrêtent, d'autres étudient. L'échec n'est pas une punition, c'est une information. Elle vous dit ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il faut ajuster, ce qu'il faut essayer différemment la prochaine fois. Mais si vous prenez l'échec personnellement, il devient quelque chose de bien pire, la honte. Et la honte n'enseigne pas, elle emprisonne. Vous commencez à vous raconter des histoires comme « peut-être que je ne suis pas fait pour cela » ou « peut-être que ce n'est juste pas pour moi ». Et avant de vous en rendre compte, une tentative échouée devient toute votre identité. L'échec n'est pas final, à moins que vous n'arrêtiez d'apprendre. Vous pouvez vous remettre de presque n'importe quelle erreur, sauf l'erreur de refuser d'en tirer une leçon. Pensez à toutes les personnes que vous admirez. Elles ont toutes échoué, certaines publiquement, d'autres privément, mais elles n'ont pas laissé l'échec les définir. Elles l'ont étudié, elles ont pris des notes, elles se sont améliorées. Chaque grande carrière, chaque entreprise, chaque invention, chaque success story est construite sur une montagne de petits échecs que la plupart des gens ne voient jamais. Lorsque Thomas Edison a été interrogé sur ce qu'il ressentait à propos d'avoir échoué 10 000 fois en inventant l'ampoule, il a dit « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne marchaient pas ». C'est comme ça que les gagnants pensent. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens abandonnent après le premier rejet. Ils publient une vidéo, elle tombe à l'eau, alors ils arrêtent de créer. Ils démarrent une entreprise, elle ne décolle pas, alors ils se disent malchanceux. Ils tombent amoureux une fois, se font blesser,
et décident qu'ils ne s'ouvriront plus jamais. Ce n'est pas de la sagesse, c'est de la peur déguisée en logique. Vous devez apprendre à échouer vers l'avant, non seulement émotionnellement, mais pratiquement. Asseyez-vous et demandez « Qu'est-ce qui a mal tourné exactement ?» Était-ce le timing? Était-ce l'effort? Était-ce la stratégie? Traitez votre échec comme des données, analysez-le, extrayez la leçon. Puis, appliquez-la rapidement avant que la peur ne vous convainque de ne pas réessayer. Maintenant, il est important de noter que l'échec n'est qu'un retour d'information selon lequel vous êtes sur la mauvaise voie. Ce n'est pas toujours un signe de poussier plus fort. Parfois, c'est un signe de pivoter plus intelligemment. Mais vous ne le saurez que si vous êtes honnête avec vous-même au lieu d'être défensif. L'échec fait mal, oui, mais la douleur n'est pas l'ennemi, la paralysie l'est. La douleur est la preuve que vous avez essayé, la paralysie est la preuve que vous avez abandonné. Alors, la prochaine fois que vous échouerez, ne vous cachez pas, étudiez-le, posez-lui des questions, laissez-le vous enseigner. Parce que l'échec est comme un miroir, il reflète vos angles morts. Si vous lui faites face avec humilité, il vous montrera exactement ce que vous devez corriger pour gagner la prochaine fois. Numéro 10. Comment vous dépensez votre argent? Dans les villes riches, il est facile de confondre avoir l'air riche avec être en sécurité. Partout où vous regardez, il y a une pression pour montrer le succès à travers des sacs de créateurs, de nouvelles voitures, des téléphones améliorés et des restaurants chers. Pendant quelques instants, cela fait du bien. Vous le publiez, les gens l'aiment, vous vous sentez vu. Mais au fond de vous, vous savez que ce style de vie n'équivaut pas à la paix. Le luxe peut être un trappe lorsqu'il remplace la discipline. Il n'y a rien de mal à avoir de belles choses, mais quand les belles choses vous possèdent, c'est un problème. La paix financière ne vient pas du revenu, elle vient du contrôle. Certaines personnes gagnent 3 000 $ par mois et dorment paisiblement la nuit parce qu'elles managent ce qu'elles ont. D'autres gagnent 10 fois cela et ne peuvent toujours pas respirer parce que leurs dépenses augmentent plus rapidement que leurs revenus. Vous ne pouvez pas construire la liberté si chaque chèque de paye a déjà un propriétaire avant qu'il n'arrive. Le loyer prend une partie, la dette en prend une autre. Les abonnements, les prêts, les achats impulsifs, tous font la queue avant même que vous ne soyez payé. Et puis, à la fin du mois, vous vous demandez où tout est passé. L'argent ne disparaît pas, il obéit à celui qui lui donne une direction. Si vous ne dites pas à votre argent où aller, il ira partout sauf là où il devrait aller. Si vous ne pouvez pas gérer correctement 2 000 $, vous ne gérerez pas non plus magiquement 1 million de dollars correctement. La discipline ne grandit pas avec votre revenu, elle grandit avec vos habitudes. Commencez par inverser votre formule. La plupart des gens dépensent d'abord et économisent ce qu'il reste. Les gens intelligents économisent d'abord et dépensent ce qu'il reste. Cela semble simple, mais ce seul changement change tout. Économiser d'abord n'est pas de la cupidité, c'est de construire la liberté. C'est parce que la vraie définition de richesse n'est pas combien vous gagnez, c'est combien de temps vous pouvez vivre si votre revenu s'arrêtait aujourd'hui. Si cette pensée vous met mal à l'aise, vous êtes sur la bonne voie. Cela signifie que quelque chose doit changer et vous n'avez pas besoin de commencer par grand. Même si vous économisez 10% de manière consistante, cela développe les muscles. Cela vous enseigne le contrôle, la patience et le respect de soi. Et quand vous économisez avant de dépenser, vous commencez à ressentir une sorte de confiance tranquille, celle qui vient du fait que vous n'êtes pas à une urgence de paniquer. Si vous êtes rebuté par le fait que je vous demande d'économiser au lieu de vous dire de gagner plus, vous n'avez pas tort. Il est vrai que vous devez gagner votre vie pour sortir de la pauvreté. Mais la réalité est que vous ne pouvez pas gagner plus que vous avez de mauvaises habitudes de dépenses. Vous pouvez obtenir une augmentation, un bonus, un nouveau travail ou même démarrer une entreprise. Mais si votre style de vie augmente plus vite que votre sagesse, vous resterez fauché à un niveau plus élevé. Alors, dépensez intentionnellement. Avant chaque achat, demandez-vous « Est-ce que cela comptera encore dans un mois ?» Sinon, éloignez-vous. L'argent est un outil, pas un trophée. Utilisez-le pour bâtir la paix, pas pour acheter la validation. Parce qu'en fin de compte, l'objectif n'est pas d'avoir l'air riche, c'est de vivre libre. Numéro 11. Ce que vous nourrissez à votre esprit. Votre esprit est comme un sol.
Tout ce que vous y enterrez devient enterré en réalité. Si vous continuez à consommer le chaos, vous commencerez à penser que c'est normal. Passez suffisamment de temps autour des indices, de la négativité et de la peur, et bientôt, vos pensées commenceront à leur ressembler. Les émissions que vous regardez, les pages que vous suivez, les podcasts que vous écoutez, les gens à qui vous parlez, tout cela nourrit quelque chose à votre esprit. La question est, qu'est-ce qu'il y a au menu mental ? Vous ne pouvez pas passer des heures à dérouler des arguments, des scandales et des dramas de célébrités, puis vous demander pourquoi vous vous sentez anxieux et distrait. Vous avez simplement nourri votre brin de mal jaune. C'est comme s'attendre à avoir un corps sain en mangeant de la malbouffe toute la journée. De la même manière que votre corps devient ce que vous mangez, votre état d'esprit devient ce que vous consommez. La déchérer à l'intérieur, la déchérer à l'extérieur. La sagesse à l'intérieur, la sagesse à l'extérieur. Votre cerveau ne se soucie pas de ce que vous lui donnez. Il fera pousser des mauvaises herbes aussi vite qu'il fera pousser des fleurs. C'est pourquoi vous devez être intentionnel. Commencez à remarquer quel contenu attire votre attention. Quand vous vous réveillez, la première chose que vous voyez est-elle votre téléphone ou vos objectifs ? Quand vous êtes fatigué, recherchez-vous quelque chose qui vous restaure ou quelque chose qui vous distrait ? Les choses que vous consommez lorsque votre garde est baissée sont les choses qui vous façonnent le plus. Vous n'avez pas besoin de supprimer toutes les applications ou de vivre en silence. Reprenez juste le contrôle de ce que vous autorisez à entrer. Désabonnez-vous des pages qui vous épuisent. Mettez en sourdine les conversations qui propagent constamment la peur ou la haine. Abonnez-vous à des choses qui défient votre ment, qui vous apprennent quelque chose ou qui vous améliorent. Nourrissez votre esprit de ce que vous voulez voir reflété dans votre vie. Si vous voulez grandir en affaires, commencez à écouter des gens qui ont réellement bâti des entreprises. Si vous voulez la paix, suivez les créateurs et les penseurs qui parlent de clarté, de discipline et d'équilibre. Si vous voulez de la confiance, lisez des histoires de personnes qui ont vaincu la peur, pas de personnes qui glorifient les plaintes. Il ne s'agit pas de prétendre que le monde est parfait, c'est de protéger votre focus. Parce que tout ce que vous nourrissez à votre esprit finit par nourrir vos émotions. Et vos émotions déterminent votre énergie, votre confiance et la manière dont vous vous présentez dans le monde. Si votre état mental est encombré, ne vous précipitez pas à blâmer votre vie. Vérifiez d'abord votre régime mental. Curez votre esprit de la même manière que vous cureriez votre maison. Nettoyez ce qui n'a pas sa place, faites de la place pour ce qui vous inspire. L'esprit écoute toujours, et un jour, votre vie commencera à ressembler exactement aux pensées que vous lui avez données. Numéro 12, vous devez choisir comment vous réagirez au succès des autres. Parce que cette réaction en dit plus sur vous que sur eux. Quand quelqu'un gagne, quelle est la première chose qui monte en vous ? Vous sentez-vous inspiré ou irrité ? C'est normal d'admettre, nous avons tous ressenti cette piqûre de la comparaison déjà. Cette pensée silencieuse qui dit « Pourquoi pas moi ?» Mais voici la chose, la jalousie gaspille de l'énergie qui aurait pu être utilisée pour construire votre propre histoire. Chaque minute que vous passez à dérouler le best-of de quelqu'un d'autre est une minute que vous auriez pu passer à améliorer votre propre script. Vous ne réalisez pas à quel point la jalousie vous vole de l'énergie jusqu'à ce que vous cessiez enfin de la nourrir. Célébrez les autres, non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils sont la preuve que c'est possible. Le succès de quelqu'un d'autre ne bloque pas le vôtre, il confirme que le succès peut arriver à des gens comme vous. C'est la différence d'état d'esprit entre les gens qui restent bloqués et les gens qui grandissent. Ceux qui restent bloqués deviennent amers, tandis que ceux qui grandissent deviennent curieux. Au lieu de dire « pourquoi eux ?», commencez à asker « comment ont-ils fait ?» Au lieu de dérouler avec jugement, déroulez avec intention. Apprenez, étudiez, ajustez. Vous ne pouvez pas escalader votre propre montagne tout en fixant la vue de quelqu'un d'autre. La comparaison est le voleur de motivation. Elle va vous faire oublier tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Rappelez-vous, ce que vous voyez en ligne est le résultat, pas le processus. Vous voyez les applaudissements, pas leur sacrifice. Vous voyez leur sourire, pas leur nuit blanche. Vous voyez le moment où ils sont arrivés, mais pas les années qu'ils ont passées à marcher. Ne mesurez pas votre chapitre 2 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Le succès a des horloges différentes et le minuteur de chacun est réglé différemment. Le vôtre sonnera si vous continuez à construire. La jalousie est juste de l'admiration mal placée. C'est ce qui se passe lorsque vous voyez quelque chose que vous voulez, mais ne croyez pas encore que vous pouvez l'atteindre. Au moment où vous commencez à croire que c'est possible pour vous, la jalousie s'estompe et l'admiration prend sa place. Commencez à transformer l'envie en preuve. Laissez le succès des autres vous rappeler ce qui est disponible, parce qu'il manque. Et si jamais vous vous sentez en retard, rappelez-vous ceci. Être inspiré ne signifie pas que vous êtes en retard, cela signifie que vous prêtez attention. Le vrai test de maturité n'est pas la façon dont vous gérez l'échec, c'est la façon dont vous gérez la victoire de quelqu'un d'autre.
Lorsque vous pouvez applaudir sincèrement les autres, même lorsque vos mains sont vides, vous vous rapprochez de votre propre percée. Parce que la vie a une drôle de façon de récompenser les gens qui restent reconnaissants quand ce n'est pas encore leur tour. Alors, célébrez les autres librement, car quand ce sera votre tour de gagner, vous voudrez des gens qui peuvent applaudir sans envie aussi. Ensuite, il y a votre santé. Peu importe à quel point vous êtes ambitieux, votre corps est le véhicule qui transporte vos rêves. Et voici la chose, peu importe la taille de vos objectifs, si le véhicule ne cesse de tomber en panne. Vous pouvez avoir une vision, des compétences et de l'énergie, mais si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez rien exécuter de tout cela. Vous ne pouvez pas diriger des équipes, bâtir des entreprises ou courir après des opportunités si votre corps vous supplie constamment de vous reposer. Lorsque vous négligez votre santé, tout le reste ralentit. Votre esprit, votre concentration, votre créativité même, votre confiance. Il est difficile de rêver clairement lorsque vous êtes constamment fatigué. L'ironie est que nous traitons souvent notre corps plus mal que les choses que nous possédons. Vous ne verseriez pas du mauvais carburant dans votre voiture et vous attendriez à ce qu'elle roule bien, mais beaucoup d'entre nous faisons cela à nous-mêmes chaque jour. Nous sentons le sommeil, mangeons de la malbouffe, ignorons le mouvement et nous nous demandons pourquoi nous nous sentons léthargiques ou peu inspirés. Votre corps garde la marque. Il se souvient de chaque nuit sans sommeil, de chaque repas sauté et de chaque période de stress ininterrompue. Vous ne pouvez pas le tromper, vous pouvez seulement retarder la facture. Et quand cette facture arrive, elle est toujours plus chère que la prévention. Dormez bien, mangez de la vraie nourriture, bougez votre corps. Conseil simple, mais la plupart des gens ne commencent à le suivre que lorsque quelque chose ne va pas. Vous n'avez pas besoin d'un diète parfait ou d'un abonnement à une salle de gym pour être en bonne santé, vous avez juste besoin de consistance. Marchez plus, buvez de l'eau, étirez-vous au matin, prenez des pauses lorsque votre corps les demande. La discipline en matière de santé se traduit toujours par la clarté d'esprit. Vous pensez mieux lorsque votre corps se sent mieux, et lorsque votre esprit est clair, vos décisions s'améliorent, et cela affecte tout. Pensez à votre corps comme votre fondation. Chaque rêve que vous construisez repose dessus. Si la fondation se craque, le rêve s'effondre, peu importe à quel point il semblait beau au début. N'attendez pas que votre corps crie avant de commencer à l'écouter. N'attendez pas l'épuisement professionnel avant de commencer à vous reposer. N'attendez pas la douleur avant de commencer à vous étirer. La plus grande forme de productivité n'est pas de travailler 18 heures par jour, c'est de vous assurer que vous pouvez continuer à travailler demain. Parce que le succès ne signifie rien si vous êtes trop malade ou fatigué pour en profiter. Commencez à voir votre santé comme un investissement, pas une gêne. Chaque verre d'eau, chaque heure de sommeil et chaque promenade à l'extérieur sont tous des dépôts dans votre compte en énergie à long terme. Vous pouvez remplacer votre téléphone, votre voiture, votre maison, mais vous n'avez qu'un seul corps. Protégez-le comme s'il s'agissait de votre actif le plus valorisé. Parce qu'il l'est. Numéro 14. Vous devrez décider quand d'arrêter d'attendre le moment parfait. Le moment parfait est un mythe que nous nous racontons pour justifier le délai. Cela semble sage, mais c'est réellement la peur déguisée. Je commencerai quand j'aurai plus d'argent. Je commencerai quand je serai prêt. Je commencerai quand les choses se calmeront. Mais la vie se calme rarement, et la préparation n'est pas un sentiment, c'est une décision. Chaque grand pas que vous ferez viendra avec de la peur. Une nouvelle entreprise, un nouveau travail, une nouvelle ville, une relation, un rêve. Et cette peur n'est pas toujours un avertissement, parfois c'est une invitation. Peur ne signifie pas arrêt, cela signifie faites attention. Cela signifie que ce que vous êtes sur le point de faire compte. Les gens qui attendent que la peur disparaisse ne font jamais rien de significatif. Ceux qui bougent malgré la peur construisent de l'élan, et cet élan construit de la confiance. Les opportunités n'attendent pas la confiance, elles répondent au mouvement. Vous commencez à bouger, puis la clarté vous rencontre à mi-chemin. Voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais. Vous ne grandissez pas avant de commencer, vous grandissez pendant que vous commencez. Les compétences, la sagesse et le courage viennent tous en même temps, mais si vous restez coincé à attendre que les étoiles s'alignent, vous verrez les années passer tandis que quelqu'un avec moitié de votre talent vous dépasse, juste parce qu'il a commencé. Commencez petit, commencez effrayé, mais commencez. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait, vous avez besoin de mouvement. Même le plus petit pas dans la bonne direction bat le fait de rester immobile en attendant l'inspiration. Pensez aux gens que vous admirez, ceux qui ont bâti des entreprises, créé de l'art ou changé de carrière. Ils ne savaient pas comment tout allait se passer. Ils ont juste dit oui au progrès,
et ont compris le reste au fur et à mesure. C'est comme ça que la vie fonctionne. Vous obtenez la direction après que vous ayez commencé à conduire, pas avant. La première version de tout ce que vous faites sera probablement désordonnée. C'est normal. C'est censé l'être. C'est comme ça que vous apprenez. C'est comme ça que vous vous améliorez. Mais la belle chose avec le commencement, c'est que cela brise le pouvoir de la peur. Une fois que vous avez agi, la peur perd son contrôle. Elle ne peut paralyser que les gens qui sont encore en train de réfléchir. Alors, arrêtez de suranalyser et commencez à expérimenter. Arrêtez de demander « et si ça ne marche pas ?» et commencez à demander « et si ça marche ?» Attendre le moment parfait, c'est la façon dont le potentiel meurt quiètement. Vous n'avez pas besoin d'un moment parfait, vous avez besoin de courage, de consistance et d'élan. Le monde ne récompense pas ceux qui sont prêts, il récompense ceux qui se présentent, prêts ou non. Commencez aujourd'hui, même si votre voix tremble, même si vos mains tremblent. Commencez. Parce qu'une fois que vous le ferez, vous réaliserez quelque chose de puissant. Le bon moment n'arrivait jamais. Il vous attendait toujours que vous commenciez. Et enfin, vous devrez faire face à l'une des décisions les plus importantes de votre vie, vivre intentionnellement ou accidentellement. Cela semble simple, mais ça ne l'est pas. Beaucoup d'entre nous dérivons dans la vie sans nous en rendre compte. Nous nous réveillons, allons au travail, défilons sur nos téléphones, cochons les choses que nous pensons devoir être faites, puis nous nous écroulons dans notre lit, seulement pour tout recommencer demain. C'est vivre accidentellement. C'est laisser la vie vous arriver au lieu de prendre le volant vous-même. Dériver semble facile au début. Il y a un confort d'aller n'importe où la vie vous pousse. Vous suivez la foule, répondez à des emails dont vous n'êtes pas sûr et prenez des décisions basées sur la commodité au lieu de la clarté. C'est facile parce que vous n'avez pas grand-chose à réfléchir. Vous n'avez pas à décider. Vous flottez. Et pendant un temps, cela semble bien. Mais le problème, c'est que des années plus tard, vous regarderez en arrière et réaliserez que vous n'avez jamais véritablement conduit. Vous n'avez jamais consciemment dirigé votre vie dans une direction qui comptait pour vous. Vous avez juste réagi et survécu. Imaginez maintenant l'alternative. Vivre intentionnellement. Cela ne signifie pas que vous devez avoir un plan sur 5 ans, une bucket list de 100 choses ou un horaire rigide pour chaque heure de votre vie. Vivre intentionnellement consiste à prendre le contrôle des petites décisions quotidiennes qui s'additionnent à une vie significative. Il s'agit de décider ce qui compte réellement pour vous et de vous assurer que vos actions le reflètent. Il s'agit de choisir vos priorités au lieu de laisser quelqu'un d'autre les choisir pour vous. Il s'agit d'être l'auteur de votre propre histoire plutôt qu'un personnage de fond dans celle de quelqu'un d'autre. Lorsque vous vivez intentionnellement, vous concevez vos journées. Vous planifiez vos semaines avec but. Vous vous demandez « Est-ce que ce choix me rapproche de la vie que je veux ou est-ce que je fais juste ce qui est facile ?» Et lorsque la peur ou l'incertitude apparaît, parce qu'elle le fera toujours, vous la surmontez quand même, parce que vous avez déjà décidé ce qui compte. Vous avez déjà choisi la destination. Les gens qui vivent bien ne sont pas toujours les plus intelligents, les plus riches ou les plus chanceux. Ce sont simplement ceux qui ont pris une décision tôt sur ce qui comptait le plus, puis ont refusé de la compromettre. Vivre intentionnellement signifie également dire non, beaucoup. Cela signifie rejeter les distractions, les habitudes et les obligations qui ne servent pas votre image plus grande. Cela signifie prioriser ce qui construit votre vie au lieu de ce qui l'épuise. Et oui, cela peut parfois sembler solitaire, car la plupart des gens flottent encore. Mais avec le temps, cette décision paie. Votre vie devient cohérente. Vos actions s'alignent sur vos valeurs. Et soudain, vous ne faites pas que vivre, vous créez quelque chose qui compte réellement. Prenez le volant et arrêtez de dériver. Commencez à décider. Même de petits choix quotidiens, comment vous passez vos matinées, les gens dans lesquels vous investissez votre temps, les habitudes que vous cultivez, tout cela s'additionne. La vie que vous espériez n'arrive pas par accident. Elle arrive parce que vous l'avez fait arriver. Et ça, c'est la différence entre vivre intentionnellement et accidentellement. À la fin de tout cela, votre vie ne sera pas définie par le nombre d'objectifs que vous avez fixés, mais par le nombre de ces décisions que vous avez réussies. Ne vous précipitez pas à travers cette liste, revisitez-la, parce que réussir celle-ci pourrait vous faire économiser des décennies de douleurs inutiles. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, aimez-la, partagez-la avec quelqu'un qui est à un carrefour et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Souvenez-vous,
Ce n'est pas la chance qui façonne votre avenir. Ce sont les décisions que vous prenez à partir de maintenant. Restez vigilants.